Café noir ou chocolat chaud, salé ou sucré, l'histoire du premier repas de la journée réserve bien des surprises. Du 15e siècle à nos jours, le petit déjeuner traverse le monde et modifie autant les rites alimentaires que les pratiques sociales. Aujourd'hui, Patrick Boucheron invite l'historien et géographe Christian Grattalou à faire l'histoire du petit déjeuner. Bonjour. Tu n'as rien mangé au petit déjeuner. Ce reproche, adressé aux enfants, mais aussi aux parents surveillés par leurs diététiciens, témoigne des dérèglements de nos rituels alimentaires. Ces rituels qui gouvernent notre premier repas de la journée semblent immuables et universels. En réalité, ils datent de 3 siècles, car le déjeuner est devenu petit quand le monde est devenu grand. Thé, café, chocolat remplissaient les tasses européennes avec des denrées exotiques venues des 3 autres parties du monde. L'Asie pour le thé, l'Amérique pour le café, l'Afrique pour le chocolat. Le petit déjeuner est le premier repas à s'être mondialisé dès le XVIIIe siècle. Commençons donc le voyage en 1739. C'est une histoire de saveurs, de rythme, mais aussi de mots qui changent de sens et d'objets que l'on s'échange. L'ami du petit déjeuner pour nous aujourd'hui, c'est le géohistorien Christian Grattalou, qui met le monde dans nos tasses. Tel est le titre du livre qu'il a consacré en 2017 à l'histoire du petit déjeuner qu'il nous raconte aujourd'hui. Les tableaux nous aident parfois à pousser les portes de ce qui faisait le quotidien d'autrefois ou de ce qui était en train de changer. François Boucher, peintre de la cour de Louis XV, représente ici en 1739 une scène domestique, intime, très intéressante pour notre histoire. C'est une famille aisée, bien sûr. Il s'agit de l'épouse et de la sœur du peintre. Le jour est tout juste levé, la lumière est douce. Nous sommes à table avec eux, un matin parisien en ce début du XVIIIe siècle. D'ailleurs, l'horloge semble nous indiquer qu'il est 8 heures. Que voit-on sur ce tableau? Un repas, ou plutôt une collation. On distingue facilement des tasses et dans la main de l'homme une sorte de théière. Le tableau, intitulé Le déjeuner, nous donne à voir une famille aristocrate en train de boire de bon matin ce qui s'apparente à un chocolat ou à du café. Et cela, au début du siècle des Lumières, c'est une grande nouveauté. Faire l'histoire du petit déjeuner, c'est passer à table et se demander à quel moment et pour quelles raisons sociales et économiques les femmes et les hommes se sont mis à manger ou à boire telle ou telle boisson de bon matin. Manger au fil de la journée est une donnée changeante au cours de l'histoire et il faut donc s'intéresser au rythme qui scande les journées. Tout au long des XVIIIe et XIXe siècles, les horaires des repas se décalent et changent de nom. En France, particulièrement, le dîner, pris autrefois à midi, glisse vers la fin de l'après-midi. Le souper, quant à lui, est pris au milieu de la nuit et le déjeuner, qui donne son titre au tableau de Boucher, se décale à midi. Dès lors, le repas pris au lever prend le nom de petit déjeuner. Déjeuner désigne le premier repas de la journée, c'est-à-dire celui qui rompt le jeûne. Déjeuner. L'étymologie est d'ailleurs la même dans beaucoup d'autres langues. En espagnol, desayuno, en anglais, breakfast, fast c'est le jeûne, et même ndeki, ça c'est du wolof, et ça vient du mot ressusciter. Bon, d'autres langues préfèrent dire le premier repas de la journée, prima colazione en italien, Frühstück en allemand, et même en chinois. Mais là, je ne risquerai pas de prononcer les mots, mais ça veut dire premier repas. Nouveau mets, nouveau rite quotidien, nouvelle vaisselle. La consommation de thé, de café, de chocolat coïncide avec l'arrivée de la porcelaine de Chine au début du XVIIIe siècle dans les cales des navires des compagnies des Indes qui apportent le thé. La tasse, c'est un objet plus ancien. La tasse est arrivée avec le café au XVIIe siècle de la Méditerranée orientale. Et cette tasse turque, arabe, venait elle-même du bol chinois à thé. Mais cela ne correspond pas aux rites, aux pratiques de table des Européens. En Europe, on ne se baisse pas pour boire, on porte son verre, sa tasse, à ses lèvres. Alors en Orient, on fait le contraire, c'est la tête que l'on porte au bol. Et les premières porcelaines de Meissen, en 1708, sont faites sans anse. Porcelaines qui sont la copie, l'espionnage industriel européen qui a permis de capturer les techniques de la porcelaine chinoise. Mais
Dès le milieu du XVIIIe, dès 1740, en fait, les Européens vont faire des tasses avec une anse. Donc, l'anse et la sous-tasse forment un ensemble typiquement européen pour boire à l'européenne le thé, le café ou le chocolat. Ces boissons sont versées à partir d'un récipient qui ressemble à un pot, mais qui est dérivé de la théière chinoise et qui sont un peu différents suivant les 3 breuvages. La théière est plus large pour dégager les arômes, la cafetière est plus haute pour garder la chaleur et surtout, la chocolatière a une très grande particularité, elle possède un trou. Alors ce trou est nécessaire pour pouvoir laisser passer un instrument très particulier qui est le fouet à chocolat. Ce fouet sert à faire mousser ce chocolat. C'est pour ça qu'en français du XVIIIe siècle, on l'appelle un moussoir. Bon, tu vas me raconter un petit peu ce que tu manges le matin pour ton petit déjeuner. Du chocolat au lait. Un bol de café au lait. Du chocolat. Du thé avec du pain grillé. Ça dépend du café au lait, du bava gnagna, de l'ovomaltine. Ça dépend de la chicorée. Dans cette archive de la télévision française de 1971, le café au lait ou encore le chocolat ont une place centrale, familière, dans le petit déjeuner des enfants. Et maintenant, à table. Or, le triptyque café-chocolat-thé, désormais identifié comme les boissons bues au réveil, est loin d'avoir été une évidence en Europe. Le café, le chocolat et le thé viennent de loin, de très loin. Le cacaoyer est un arbre d'Amérique, le théier est un arbuste asiatique et le caféier est un arbre quant à lui africain. Or, ce sont des arbres qui se nourrissent de soleil et d'humidité, qui ne peuvent être cultivés en dehors de zones tropicales ou subtropicales. Au fil des échanges, des conquêtes et des colonisations qui commencent dès le XVe siècle, les Européens s'emparent par goût, mais aussi dans un but économique, de ces nouvelles plantes. Dès la fin du XVIe siècle, le chocolat est apprécié dans les monastères, puis parmi les colons de Nouvelle-Espagne. Au même moment, des chocolaterias apparaissent à Madrid dans les années 1590. En France, en Angleterre, en Hollande ou encore au Portugal, on boit et on mange du chocolat lors de grands événements royaux ou princiers. En parallèle, le café s'impose à partir du XVIIe siècle après s'être longtemps diffusé dans les empires perses et ottomans. Le thé devient quant à lui une passion anglaise dès le début du XVIIIe siècle grâce à la Compagnie des Indes qui fait la jonction commerciale entre l'Orient et l'Occident. Mais ces plantes que l'on infuse, broie, moud ou pile sont trop souvent amères pour les papilles à peine réveillées des Occidentaux. Pour s'imposer comme boisson de la première heure, les Européens ajoutent beaucoup de sucre et de lait. Ce sont ces petits ajustements gustatifs et ces circulations mondiales qui ouvrent la voie à ces boissons si familières sur notre table matinale. Le petit déjeuner est donc fils de la mondialisation. Les Européens associent 3 boissons venues de 3 parties du monde différentes, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique, et qu'ils regroupent dans une même pratique, boire chaud dans des tasses remplies à partir d'une sorte de déguerre qui est assez peu différente suivant les boissons. Dans tous les cas, ils y mettent du sucre, qui jusqu'au XIXe siècle est issu d'une autre plante tropicale, la canne à sucre. C'est pour se constituer d'ailleurs, et ça bien avant le petit déjeuner, des îles à sucre que les Européens s'étaient appropriées les îles de l'Atlantique, Madère, les Açores, les Canaries. Des plants de canne à sucre sont d'ailleurs dans les cales des caravelles de Colomb dès son 2e voyage, pour voir si les terres qu'on venait de tout juste découvrir permettaient la culture de la canne à sucre. Et les Antilles se révèlent immédiatement propices aux plantations. La traite négrière suit de peu. Cela dit, les plantations en Amérique n'en étaient encore qu'au balbutiement à la fin du XVIIe siècle. C'est avec l'explosion de la consommation européenne de thé, de café, de chocolat et surtout de sucre au XVIIIe siècle que les plantations se multiplient. Le petit déjeuner y contribue beaucoup. La consommation devient populaire à la fin du siècle et se généralise au XIXe, portée par l'évolution de la société. On oublie l'importance primordiale de certains objets tant ils sont devenus quotidiens. Le réveil matin, désormais bien souvent invisible parce qu'intégré à nos téléphones portables, est pourtant fondamental dans l'histoire du petit déjeuner. Le réveil mécanique réglable apparaît en 1847. Diffusé dans le monde occidental, il s'impose rapidement comme le symbole de la révolution industrielle. Car il faut se lever à heure fixe pour maintenir les cadences et les rythmes d'un monde qui s'industrialise, où la production demande une meilleure optimisation du temps des ouvriers et des travailleurs en tout genre.
Dès lors, la sonnerie du réveil matin indique qu'il est temps de se lever et de fait, de commencer la journée par un repas. Et les journées étant de plus en plus harassantes dans les usines et les manufactures, on encourage la consommation d'excitants comme le thé et le café. En 1819, le chimiste allemand Ferdinand Runge identifie la caféine et ses vertus excitantes. En plus de la boisson, on conseille de manger du pain, des céréales, du sucre pour assurer un apport calorique suffisant aux travailleurs. Le petit déjeuner, martelé par la sonnerie du réveil, devient donc codifié et de plus en plus utilitaire. Il doit accélérer la transition entre le temps du repos et le temps cadencé du travail. C'est dans un monde, réglé par les horloges, que le rituel alimentaire matinal s'enracine comme une norme pour tous, comme d'ailleurs les interviews des écoliers de 1971 l'ont montré. Peu y échappaient. Ce n'est que dans la seconde moitié du XIXe siècle que le cacao devient la boisson des enfants. Au contraire, au siècle précédent, cette boisson avait une réputation ciblant surtout les adultes. On lui attribuait les vertus qu'on prête aujourd'hui au Viagra. Casanova écrit qu'il y a mieux que le champagne pour mettre les dames en condition, le chocolat. C'est la découverte des effets de la caféine, présente dans le café mais aussi dans le thé, mais absente du cacao, qui a rendu le bol de chocolat le petit déjeuner type pour les enfants. Cela dit, l'emploi du temps n'est pas le même partout en Europe. Au nord, le petit déjeuner est plus copieux, souvent plus tardif. Il inclut des mets salés. En revanche, il est minimaliste dans l'Europe méditerranéenne, où se boit juste souvent une tasse de café en tout début de matinée. C'est un peu plus tard que les Espagnols pratiquent le chocolate con churros, qui leur permet d'attendre le repas de mi-journée, souvent assez tard dans l'après-midi. Cette diversité géographique, nord, sud, s'explique par le repas du soir. La question « qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ?» n'a pas de sens le matin. Le caractère codifié, répétitif du petit déjeuner en a fait le front pionnier de l'industrie alimentaire dès la fin du XIXe, avec comme élément symbolique l'invention du Dr Kellogg, les cornflakes. L'industrie agroalimentaire va venir tout au long du XXe siècle accélérer la démocratisation des produits consommés au petit déjeuner, le rendant de plus en plus mondialisé et standardisé. On est bien loin de notre tableau de François Boucher. Jacques Vabre popularise le café moulu sous vide dans les années 1960, bien après les succès du cacao soluble de la maison hollandaise Van Houten datant de 1828. Les sachets de thé se diffusent rapidement par le biais d'entrepreneurs comme Thomas Lipton. Et la Kellogg's Company invente et commercialise des pétales de céréales cuites dès 1906, ouvrant la voie au paquet de céréales devenu l'emblème d'un petit déjeuner fortifiant. Alors qu'à la fin du XXe siècle, les autres repas se sont lentement mondialisés, ponctués maintenant de tacos, de sushis, etc., le petit déjeuner lui a peu changé. Car il était déjà et depuis longtemps mondialisé, depuis l'arrivée des plantes tropicales au XVIIIe jusqu'à l'industrialisation à la fin du XIXe. Peu changé jusqu'à ces dernières années. Si des pratiques décalées comme le brunch restent plutôt l'apanage des matinées dominicales des catégories aisées, le repas matinal des jeunes occidentaux devient de plus en plus individualisé, déstructuré, lieu de combinaisons personnelles, sous la contrainte de choix éthiques, comme le lait d'amande pour ne pas consommer un produit animal, et de choix diététiques, les cocktails de plus en plus complexes, de graines diverses, sarrasin, chia, lin, etc., dans les granolas. Même si le petit déjeuner classique, fondé sur l'une des 3 boissons historiques, thé, café, chocolat, dans lesquelles sont trempées des tartines, des viennoiseries, il semble clair que les jours du petit déjeuner sont comptés. Il aura tout de même régné 3 siècles et même conquis une grande partie des sociétés extra-européennes. Né en même temps que la gastronomie, le petit déjeuner en est le double inversé. Il se doit d'être répétitif, banal et peu inventif. Mais on a aussi compris que l'invention du petit déjeuner standardisé mettait en jeu tout un monde d'objets, de la tasse au grille-pain, et avec eux, l'objet même de la mondialisation, faite d'exploitation économique et de circulation culturelle.
Faire l'histoire du petit déjeuner nous renvoie donc à l'histoire du matin, c'est-à-dire bien souvent de la nuit qu'on a passée. Savez-vous qu'on ne dort d'un bloc que depuis le 19e siècle, alors qu'on a longtemps interrompu sa nuit d'une période d'éveil autour de minuit? Tel était l'ancien régime du double sommeil, raconté par Roger Ekirch, dans un livre dont je vous conseille la lecture, La grande transformation du sommeil, qui montre comment la révolution industrielle a bouleversé nos nuits. Au revoir.